Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Monsieur... Est-ce que je dois dire monsieur le maire ou si je dois dire monsieur le comédien, monsieur l'humoriste, monsieur l'humoriste? L'humoriste. L'humoriste. Mais cet homme est allé faire une performance hier soir au festival Juste pour rire. Toute petite performance en garde de chasse. Dans quel contexte? Ben, c'est Peter McLeod qui m'a invité, puis j'ai pas pu refuser l'offre. C'est un bon gars, on faisait partie de la même famille. C'est un des plus drôles au Québec, Peter McLeod. Oui, à mon avis, là, Peter McLeod. C'est un bon bonhomme. Ouais. On va aller voir ce que tu as fait. On va le montrer aux gens. Oh. Salut, Peter. Salut, Steph. Mais Gendron, garde de chasse. J'étais convaincu que vous étiez avocat. Moi aussi. Mais je te regarde à mancher de même. Là. Tu penses-tu pogner quelque chose à soir, toi, là? Ben, là, je t'avais de pogner un air, en tout cas, là. Oui. Oh! C'est ton ami indien qui est à la pêche aujourd'hui. Ah oui, c'est le fun d'aller à la pêche avec. Moi, je relaxe, je capote. Bon, ben, là, on relaxe-tu un peu, là? Asseyez-vous donc, monsieur le maire, parce que c'est drôle. Ça fait longtemps que je voulais vous avoir, on n'a pas toute la soirée. Asseyez-vous, parce que c'est justement ici, par hasard, j'ai une série de questions que j'aimerais vous poser. J'écoute. Bon, premièrement, là, mettons que vous êtes premier ministre, là, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben moi, si j'étais premier ministre, je ferais rentrer juste des immigrants musulmans au Québec. Ça relancerait ma ville d'un coup sec. Comment ça? Ben parce que, avec les tapis, les hommes en robe, les voiles, les femmes voilées, ça relancerait l'industrie du textile comme ça. Mais la mairie de Québec, ça vous a jamais tenté, ça, remplacer la mairesse Boucher? Ben, le maquillage permanent puis le rouge à lèvres, pas sûr. Mais la robe, par contre, la robe. Ah, la robe, je la mettrais tout de suite parce que plus c'est gros comme la robe de la mairesse Boucher, plus c'est bon pour l'industrie du textile, ça. Ah, ouais, je comprends. Et ton parfum, ouf. C'est quoi, là. ça? Ça sent l'hostie de pisse de biche, là. Tu vois, c'est bon, j'avais eu un blanc. Juste après la grosse robe de la mairesse Boucher, l'histoire du parfum d'Éric, là. On s'est regardé pour on s'est compris. Tout ça, c'était pris par cœur. Oui, mais écoute, j'avais juste 15 phrases à apprendre, là. Mais vraiment, j'ai été épaté. Peter, Éric Salvaille, mais il y avait une belle équipe. Il y a du monde quand c'est un gala, il y a du monde, c'est pas stressant un peu? Non, j'étais fébrile, j'avais hâte d'entrer sur le stage. Puis quand la vague d'applaudissements a commencé... Combien d'heures de pratique? On a pratiqué 1 heure la veille, puis c'est tout. Ah oui? Pas plus que ça? Non, ça va bien. Qui a écrit le texte? McLeod? Non, c'est l'équipe à McLeod. Ouais. C'est l'équipe à McLeod. Je ne sais pas tous les noms par cœur, mais tu sais que le métier d'humoriste est très difficile. T'as beau gueuler contre les humoristes, en général, là, c'est des gens, là, chapeau. Parce qu'on dit toujours qu'ils font de l'argent facilement. C'est de l'argent bien gagné. Oui? Oui, comme ici, d'ailleurs. Bon, tes maires, on parle beaucoup ce matin dans le Journal de Montréal de la fluoration de l'eau. Oui. On regarde des statistiques, on regarde les chiffres des jeunes avec des problèmes de carie dentaire. Oui. Est-ce que c'est fluoré de l'eau chez vous? Non, mais c'était un de mes engagements électoraux en 2005, puis on va probablement le faire parce que, regarde, Dorval a arrêté de fluorer son eau en 2003, puis le nombre de caries a doublé, donc c'est assez significatif. Ça a un impact positif. Mais pourquoi il y a encore des gens qui hésitent devant ça? Ben, je pense que c'est une question scientifique, tout dépendant dans quelle chapelle tu te situes. Il y aurait des risques secondaires ou des risques bénéfiques. Moi, je pense que le risque bénéfique est plus important que les effets négatifs. La preuve, c'est que, regarde, il y a une liste d'attente épouvantable pour le traitement des enfants qui sont pris avec de graves problèmes. Puis c'est plus une histoire de pauvres, là. Dorval, là, c'est pas un arrondissement qui est pauvre. Ouais, mais quand tu regardes Dorval, là, ils nous ont dit que ça avait doublé, mais ça a doublé, c'est passé de 8 à 16. Côte-des-Neiges, c'est 48 Oui. C'est pire dans les régions pauvres, mais quand même... Pointe-Saint-Charles, c'est 42 C'est pour te dire qu'on a des mauvaises habitudes de vie, puis la famille, encore là, ne fait pas sa job à dire, écoute, il faut que tu te brosses les dents, il faut que tu aies une saine alimentation. T'as-tu des caries, toi? Non. Fais donc ça. Tout est blanc. C'est partiel? Tout est... Non, je suis malade. T'es-tu sérieux? C'est tes vraies dents? J'ai toutes mes dents. Ah ben j'ai mon voyage. Non. J'ai eu une bonne hygiène dentaire, comme on dit. Mais c'est tes vrais cheveux, ça, quand même. Ça on aussi. peut pas dire que c'est une perruque. Ça aussi, c'est mes vrais cheveux. J'en ai. Je suis jaloux. J'en ai. Tout le monde dit ça. J'en ai, puis j'en ai pas mal. Ce qu'il faut... tu parlais de parents, de parenting, là, comment les parents se comportent. Il y a eu encore un enfant qui s'est noyé hier dans une piscine au Lac-Carré, à Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides. Coudon. 21 morts. C'est le 21e. 22e.
22e, c'est pire que la guerre en Afghanistan. Oui, c'est 22e, à mon avis. C'est parce qu'il y en a un qui s'est noyé en fin de semaine. Comme on n'a pas repêché le cadavre, on n'est pas sûr, là, mais je pense qu'on est à 22. 22 morts par la noyade depuis le début de l'été. C'est beaucoup de monde. Oui. Puis un enfant, barrière, pas fermé de façon sécuritaire, puis il se retrouve dans la piscine, puis il se noie. Mais c'est dur de blâmer mes parents. Moi, ça a failli m'arriver il y a quelques années. Écoute, une affaire de 3 secondes, on se revire de bord chez mes parents à Saint-Rémy, puis mon gars s'en allait plonger dans la piscine, puis il était tout jeune, là. Une fraction de seconde. On l'a récupéré à temps. Ah non, quand il y a des enfants autour d'une piscine, c'est pas compliqué, là, ça en prend un qui est détaché du reste des gens du party, là, puis qui a les yeux juste sur la piscine. Tu peux pas faire autrement. Ces enfants-là sont attirés par l'eau, ils connaissent pas le danger. Non. Tu sais, c'est un enfant de 5 ans, Oui, 5 ans. Il a probablement appris à nager jeune. Quand il est avec des adultes, on le laisse nager, puis il se pense en sécurité, puis il pense que c'est pas dangereux de l'eau. Bon, hier soir, c'était la convention du Parti québécois dans Taillon pour choisir la candidate qui va tenter de succéder à Pauline Marois. Puis, c'est pas de surprise, Marie Malavoie. Oui, d'une snob à l'autre. Comment d'une snob à l'autre? Et tu me dis que Marie Malavoie, ça colle avec la population de Taillon, ça, comme c'est Longueuil, Pauline? La population de Longueuil. Mais c'est vrai que Marie Malavoie, elle a un style coupe Longueuil un peu. Elle a les cheveux courts, elle, je pense. Ça, c'est elle qui avait voté... Elle avait voté illégalement. Oui, on va avoir des beaux candidats péquistes à cette élection-là. Je te laisse commenter. C'est vrai, il y a 2 élections partielles. deux beaux candidats quand on regarde leur passé. Mais pourquoi elle n'est pas restée à Sherbrooke? Elle avait failli battre Jean Charest. Ben oui, mais elle a manqué son coup. Puis on dirait que c'est une drogue. Une drogue? Tu fais-tu un jeu de mots, toi, maintenant? Non. On dirait que c'est une drogue d'être candidat, de vouloir être élu et siéger à l'Assemblée nationale. Parce que Marie Malavoie, on s'entend que c'est pas du sang neuf dans le parti, ça, là. Non, ça a déjà été vice-présidente du parti. Ça fait longtemps que ça roule sa bosse. Oui, ça fait des années et des années. Donc, Marie Malavoie, la candidate dans cette circonscription, par acclamation, donc pas d'opposition, avec une grosse assemblée de 200 personnes. Ben, c'est un peu moins qu'André Boisclair qui n'avait 300. 200 personnes. C'est pas beaucoup de monde. Oui, bien, on est l'été, là. Il se passe pas grand-chose. Puis, une organisation... encore quelqu'un qui s'intéresse au PQ en passant? Oui. 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 Je veux... Non, j'embarquerai pas sur ça. Dis-lui ce que tu as dit. Non, je ne dirais pas. Pourquoi? Je ne dirais pas. Je veux te parler de... Toi, tu es l'exemple parfait qui fait augmenter... Tu es l'homme parfait qui fait augmenter le temps moyen passé en automobile pour aller travailler. Je regarde la presse de ce matin, là. 76 minutes par jour en automobile quand tu habites Montréal, 33 quand tu es à Chicoutimi, puis on aurait dû à la presse écrire Saguenay, ça n'existe. Moi, j'habite pas Montréal. Moi, pourquoi tu me mets dans le paquet? Moi, là, ça me prend 40 minutes de m'en venir à Montréal. Aller-retour, ça fait 80. 80 minutes. Ben oui, c'est correct, ça. Je fais à peu près presque 200 km. Mais ça, là, ça fait pour les Montréalais là, 14 jours. Quand tu additionnes, là, tu passes 14 jours, 24 heures de 24 heures dans ton automobile pour aller travailler. Comment ça se fait qu'on va s'installer si loin que ça de son travail? Peut-être parce qu'on est écœuré de rester à Montréal. C'est peut-être pas intéressant. C'est pas tout le monde qui veut vivre dans du béton. Oui, mais il y en a des jobs à Laval, il y en a des jobs à Longueuil, il y en a des jobs à Brossard. Les salaires ne sont pas les mêmes en région, là. C'est pas tout le monde qui peut faire une carrière de professionnel en région. Bon, mais il n'y a pas juste des professionnels, il y a des ouvriers qui viennent travailler, il y a des gens qui travaillent dans des tours. C'est pas une des professionnels. Oui, mais toi, admettons, tu restes dans le canton d'Elgin. Tu t'en vas rester là-bas par qualité de vie, parce que c'est beau. Ça, c'est près des frontières américaines. Là. Chez nous, il fait beau, c'est très beau comme paysage, mais quel job qu'il y a là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de job, fait que tu n'as pas le choix de voyager. À 15 minutes autour, peut-être, là. Il y a Valleyfield, Saint-Jean-sur-Richelieu. Valleyfield, ça va pas très bien, ces tensions. C'est même pas si la Goodyear va rester ouverte. Ça, c'est dommage. C'est comme Sorel. Ouais. Une usine. Ben oui, des villes mono-industrielles. Mono-industrielles. Quand ça part, c'est fini, merci, bonsoir, il n'y a pas de job. Tout le monde tire le diable par la queue jusqu'à temps qu'on déménage. Ouais. Mais moi, je trouve ça énorme. C'est toi qui veux fermer région, en passant? Bien, à un moment donné, il faut être logique. Ouais. Avec sa réflexion. On va tous se ramasser à Boucherville. C'est vrai, on pourrait se ramasser à Boucherville? Puis, on a pas sûr que j'ai moyen d'aller rester là. Ah, bon, ça y est, encore des comparaisons sur le standing de vie. Le Vatican. Oui. Le Vatican, les funérailles de Jean-Paul II ont coûté 10 millions de dollars. Et ça avait coûté moins cher que ça pour Jésus. Ah oui, mais... ça avait coûté 30 pièces. Judas l'avait vendu pour combien? 30 pièces?
30 ou 40 pièces. Ça n'avait pas coûté cher dans le temps. Non, mais 10 millions. L'Église catholique, là, oui. Il faut avoir de l'argent pour investir 10 millions dans une funéraille. Ça a changé quoi à la face du monde? Ouais. Ces gens-là font le vœu de pauvreté. Le chasteté, on oublie ça, là, mais le vœu de pauvreté. Ça, on a eu la preuve par 100. Tu sais, c'est quoi la devise de l'Église catholique? C'est quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants. Ah, ben oui, mais c'est pas dans le sens que tu veux y donner ce matin. Y donner bien des sens. Non, mais les petits-enfants, là, ce sont des paroles bibliques qui viennent en... Qui ont été bien récupérées, hein? Qui ont été... Ouais. Ouais, peut-être. Mais 20 millions pour enterrer le pape? 10 millions, mais le Vatican a quand même fait un profit cette année. Puis, oui. Mais le Vatican, là, en quoi ces gens-là ont-ils besoin de tant d'argent? Ben, pour faire rouler le décorum. Puis là, ils nous font croire là, que les églises vont fermer, puis ils quêtent à gauche, quêtent à droite, quêtent tout le temps, puis ça nous prend de l'argent, ça, on ferme nos églises parce qu'on n'a pas les moyens de les entretenir, parce qu'on a vu trop grand, puis on n'a pas pensé que le monde quitterait la religion catholique ou arrêterait de pratiquer. C'est toi qui me disais hors des ondes que le Vatican ne donne pratiquement jamais dans les grandes catastrophes, les famines, le tsunami, les ouragans, les tremblements de terre. Quand est-ce que le Vatican fait un chèque? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. C'est vrai, tu as raison, je n'ai jamais entendu parler. La Croix-Rouge. Oui, le gouvernement canadien avait donné, le Québec, on fait des levées de fonds comme en Haïti pour les gars naïfs et tout ça. Mais c'est drôle, le Vatican, pas une scène, mais ils sont là pour collecter, par exemple. Ouais. Bon, on va parler des enfants ce matin. On a annoncé ça tantôt. Il faut parler de la famille. Les bébés boomers. As-tu lu les statistiques qui ont été publiées dans le journal de Montréal de ce matin qui disent que les boomers commencent à penser que d'abord, ils sont stressés, sont plus endettés qu'on le pense. Ah oui? Oui, ben, c'est ce qu'ils nous disent. Pourtant, on dit que vous allez avoir une belle retraite dorée avec vos RRSP et vos REER. Mais les gens comme toi véhiculent ce genre d'image-là. Ben, donc, toi, tu vas être dans la dèche à ta retraite. Peut-être pas. Moi, la statistique, là, c'est une moyenne. Peut-être que je vais être plus chanceux que la moyenne, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va sortir de sa vie, là, puis va se trouver de sa vie de travail, puis arriver à la retraite bien entier, puis capable de subvenir à leurs besoins. Puis quand on parle des bébés boomers, on parle aussi des enfants des bébés boomers. Oui. Les X comme toi, là, qui sont pas partis. Ben moi, je suis parti à 18 ans, moi. Toi, oui. Parce que mes parents m'ont montré à travailler. Ben, c'est ça, dans les statistiques. Mais il y en a tu dois avoir, toi, tu dois être dans le premier segment des parents, des bébés, des parents qu'on mes parents sont nés en 40. C'est pas vraiment des boomers, ils sont nés pendant la guerre. C'est ça, c'est après 46. C'est après 46. Ouais. Donc si tes parents sont nés avant 46, ce ne sont pas des bébés boomers. Non. Mais les bébés boomers sont des gens qui sont aux prises avec des enfants, puis c'est ça notre sujet. Des enfants. Un enfant et demi, 2, 3 maximum. 3, 4. Toi, t'en as eu 2. Moi, j'en ai eu 2, mais il y en a qui en ont eu plus, mais qui sont aux prises avec des enfants qui deviennent souvent des Tanguy. Les Tanguy, c'est un film, ça? Oui, c'est un film, mais c'est en même temps des enfants qui tu veux dire vivent au crochet. Des parasites. C'est le mot que je voulais pas dire. Mais qui les a élevés, ces enfants-là, en passant? Des parents? Ah! Mais peut-être que... Est-ce qu'ils ont été bien élevés? Est-ce qu'on leur a montré la valeur du travail, la valeur de l'effort? Moi, on me l'a appris. Oui. Quand mon père m'a dit « Ah, tu veux aller à l'école privée? Ben, va travailler. Bravo. Je regrette pas ça. Mais ça dépend de la façon que tu élèves tes parents. C'est sûr que si tu leur donnes tout pour avoir la paix, ils vont coller à la maison. Oui, ils sont collés. Mais il y a tu me disais qu'il y a des jugements. Oui, il y a des jugements qui décident comment l'obligation alimentaire. Les parents doivent se comporter sur le plan des obligations financières pour les enfants. En vertu du Code civil, il y a une tendance jurisprudentielle qui est assez unanime, je te dirais, depuis l'adoption des nouvelles mesures du Code civil en 1980, où on avait réformé le droit familial. Et ce que les jugements disent en général, c'est que si un enfant veut étudier à l'université jusqu'à la fin d'un baccalauréat, donc un diplôme d'études de premier cycle, le parent a l'obligation de payer pour les frais de scolarité, les frais de subsistance, les appartements, les autos, tout ça. Ça, le bac, c'est quel âge? Jusqu'à 22 ans. Jusqu'à 22 ans. Ça veut dire qu'un parent peut pas... Mais on voit régulièrement des enfants qui ont 25, 26 puis 27 ans, tu leur demandes, t'habites où? Ah, chez ma mère. Ouais. Puis quand ça va mal dans le couple, ils retournent chez papa puis maman. Ouais. C'est ça, ils se divorcent ou ils se séparent de leur conjoint ou conjointe puis ils retournent à la maison. Ça fait une belle société forte, hein, ça? Ça la tienne. Les X. Ben oui. Les X. Pas capable de se prendre en main. Oui, mais attention, dans 10 ans d'ici, on va être encore peut-être ici, puis on va faire le débat. Toi, tu vas être en chaise roulante, à la veille de rentrer dans un CHSLD, puis là, on va nous blâmer de ne pas s'occuper de vous autres. On va vous parquer dans des mouroirs, puis là, tu vas me blâmer encore qu'on te laisse tomber.
Ben, c'est déjà commencé. Ça, c'est pas juste une affaire de bébé boomers. C'est une affaire, c'est la société en général. Il y a des gens bien plus vieux que moi qui ont des parents encore qui ont justement parqué. Le parent là, qui voit son enfant mal pris aussi, ça doit être déchirant. Qu'est-ce que tu lui dis? Va-t'en dans le chemin, arrange-toi avec tes troubles. Ben oui, c'est pas évident à gérer. Je sais. Mais tu ferais quoi, toi? T'en as un là, qui a 25 ans qui est chez vous. Ben, j'essaierais de l'aider, c'est bien évident. C'est sûr, je le mettrais pas dehors. Même, tu n'essaierais pas de serrer un peu la vis pour le forcer à prendre ses responsabilités? Oui, j'espère. Mais ça, cette étape-là, tu dois le faire quand ils sont très jeunes, ce que mes parents ont fait avec moi. OK, bon, on va aller voir ce que les gens disent de ça. Notre question ce matin, je la donne comme ceci. Jusqu'à quel âge les parents doivent-ils, selon vous, soutenir financièrement leurs enfants? Jusqu'à quel âge là, vous vous sentez obligé? Puis quelle sorte d'enfants avez-vous? Puis racontez-nous un peu l'histoire de vos enfants avec vous. Et peut-être les enfants qui peuvent nous appeler, faites-le aussi pour nous raconter l'envers de la médaille avec les parents. Vous pouvez commencer tout de suite à réserver vos circuits. À Montréal, vous appelez 514-790-0874. De partout au Québec, 1877-790-3535. Ou encore, vous nous écrivez par courriel à www.tqs.ca. Bon, comment ça se passe tout ça? On a, avant de prendre les premiers appels, on a Evelyne Marcil-Deneau, qui est psychologue, que vous connaissez bien, qui est en ligne avec nous. Bonjour, madame. Bon matin. Vous en traitez des gens qui ont ce genre de problème, là, des enfants qui collent, puis des parents qui sont pas capables de se décoller de leurs enfants? Bien, effectivement, la firme pour laquelle je travaille, qui s'appelle ProAct, c'est une firme qui est un fournisseur de programmes d'aide aux employés. Okay. Alors, il y a différentes personnes qui nous contactent pour être référées à des psychologues. Parmi ceux-ci, il y a une proportion qui n'est pas la majorité, mais quand même une proportion importante, le 10 à 12 des gens qui nous appellent pour des problématiques familiales. Parmi ces problématiques familiales-là, il y a bien sûr les relations difficiles. Je vous dirais que principalement, c'est pas nécessairement la génération X, c'est plutôt les relations avec les adolescents là, qui posent problème. Et d'un autre côté, puis on n'en parle pas beaucoup, mais vous l'avez un petit peu abordé tantôt dans votre introduction, c'est le fait que les gens qui sont, bon, je vous dirais dans la catégorie peut-être 45 ans et plus, vont s'occuper de plus en plus de leurs parents âgés. Donc, on se retrouve pour ces gens-là dans la position où il y a un peu, bon, encore une vie active au travail professionnel, en plus la responsabilité de s'occuper d'un parent âgé. Et si on est peu d'enfants dans la famille, des fois ça repose sur un seul enfant. Et si en plus, ben il y a des enfants à charge, il y a 3 générations. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais moi, quand je vous écoutais, j'ai pas lu l'article du Journal de Montréal, mais ça m'a fait penser. Je suis allée en Italie cet hiver. Et je sais, pour avoir lu quelques articles sur cette société-là, entre autres en Europe, que c'est très différent, la mentalité par rapport aux enfants qui demeurent chez leurs parents. Je sais pas si vous connaissez ça un peu, non? Et les enfants collent plus longtemps? Ben, en fait, pour eux, c'est pas collé du tout, là. Non, j'ai un ami italien, moi, je pense qu'il avait 35 ans, il vivait encore chez sa mère. Et ce n'était pas anormal. Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est très culturel, le jugement qu'on peut porter sur cette habitude-là. Parce que, puis, dans la statistique, faut pas oublier que la population des personnes immigrantes va être de plus en plus importante ici. Oui. Alors, faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui ont des habitudes familiales différentes des Québécois. Mais qu'est-ce qui fait, là, qu'on reste à la maison? À un moment donné, là, j'ai fini mes études, j'ai fait mon bac, je peux me chercher un peu, mais qu'est-ce qui fait qu'on reste à la maison? C'est une dépendance économique, émotive, une incertitude? Il y a plusieurs théories, mais je pense qu'il faut on peut voir l'humain de différentes façons, mais je pense que l'humain, là, c'est un être de plaisir et c'est un être de confort qui recherche quelque chose qui lui procure le plus de plaisir et de bien-être possible. Si on suit cette idée-là, un enfant qui a tout chez lui, hein, il ouvre le garde-manger, là, c'est pas compliqué, là. Son lit est propre. Bon, là, je fais comme si ses parents s'occupaient de lui au complet. Oui, mais tu sais, c'est peut-être pas toujours le cas, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que c'est confortable puis c'est facile. Oui, mais à un moment donné, madame, là, quand t'es en couple, là, ça te prend un peu d'intimité. Là, moi, j'ai 3 enfants, mais à un moment donné, j'espère qu'ils vont quitter pour que je puisse me retrouver avec ma conjointe un peu avant de mourir. Puis ça serait normal, puis il faut pas se sentir coupable comme parent, à un moment donné, de se dire, ben coudonc, j'aurais le goût de me retrouver avec mon conjoint. Tu sais, à un moment donné, dans la vie,
il y a des phases dans la vie. Il y a Erik Erikson, qui est un psychologue très connu, qui a fait une espèce de synthèse là, des phases de développement chez l'humain. Et pour lui, la phase là, qui se situe vers la fin de l'adolescence, autour de 19 ans jusqu'à 35 ans, c'est la phase qu'il appelle intimité-isolement, où les humains, en général, là, je parle d'une moyenne, là, vont essayer de satisfaire vraiment des besoins comme s'établir, s'engager, s'affranchir, assurer leur subsistance et leur indépendance. Oui. Bon, ces modèles-là qui ont été faits, le modèle d'Erikson, qui est le modèle le plus connu, a été fait en 1963. Il y a des choses qui ont changé depuis ce temps-là. Je pense bien. Ben, une des choses qui a changé, entre autres, c'est que la vie active s'allonge. Notre espérance de vie s'allonge. Fait qu'il faut pas s'étonner que les phases de vie non plus aussi s'allongent. L'adolescence, ça va être un peu plus long qu'avant. La vie du jeune adulte, ça va être un petit peu plus long. Rencontrer son conjoint, s'établir. C'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais moi, il y a une chose sur laquelle, puis c'est pas le seul facteur, mais il y a quand même une chose sur laquelle je veux mettre aussi de l'emphase, c'est la pression que peuvent avoir les jeunes par rapport à, mettons, parlons des possessions matérielles et du confort. Aujourd'hui, là, on est habitué à un niveau de confort, puis là, je parle des gens qui sont vraiment à un niveau relativement aisé, mais pour ceux qui sont pas dans une vie aisée, on aspire à ça aussi. Avoir des possessions matérielles, Or, c'est pas mal plus facile de posséder une voiture si vous n'avez pas de loyer à payer. Hein? Oui. C'est pas mal plus facile d'avoir des beaux vêtements si vous n'avez pas de loyer à payer. Oui, mais il me semble que c'est pas aider son enfant, ça, de le garder en état de dépendance à un moment donné jusqu'à 25, 28 ans. C'est pas là que c'est sûr qu'il y en a qui pourraient dire que leurs enfants, malgré le fait qu'ils habitent à la maison, ont la possibilité de développer leur autonomie. Par exemple, il y en a qui aménagent des espèces de petits mini-appartements dans leur maison. Les maisons intergénérationnelles. Oui, il y a des enfants qui participent, faut pas l'enlever, ça, qui participent activement à la vie familiale. S'il y a des plus jeunes enfants, c'est eux qui les gardent, c'est eux qui font l'épicerie, ils font du ménage, ils font leur part. Là. On commencera pas à dire que tout le monde fait pas sa part, puis que tout le monde est des rois puis des reines à la maison, des princesses. Là, c'est pas toujours vrai. Mais vous avez raison que ça fait partie de la tâche d'un parent de favoriser l'autonomie de son enfant. Donc, ça, on peut le faire à partir de ça commence jeune, hein? Oui. Quand on cesse d'accompagner son enfant partout, quand on lui laisse un petit peu de liberté, quand on laisse se tromper, quand on laisse gérer un petit budget. Tu sais, c'est toutes des petites choses qu'on fait avec des enfants puis des adolescents. On est en train de cultiver quelque chose, là. Puis on est en train surtout de lui dire qu'on lui fait confiance. Puis je pense qu'à ce moment-là, tu sais, les enfants qui peuvent vraiment avoir vraiment une problématique de dépendance, c'est lié à la confiance aussi, là. Ils ont peut-être pas vécu les choses qui leur ont permis de se dire, ben, je suis capable, moi, d'affronter la vie tout seul. La vie seule, c'est la peur. C'est l'inconnu, puis ça devient de la peur. Oui. Oui, mais il faut le traverser, le pont, à un moment donné. Ça, c'est sûr. Ça, c'est définitif. Merci beaucoup. Ça m'a fait une fois plaisir encore. Merci. Merci. Au revoir. Alors, je vous rappelle la question qu'on pose, puis on va prendre vos appels tout de suite après. Jusqu'à quel âge les parents doivent-ils soutenir financièrement leurs enfants? On commence avec des appels. Oui, mon cher. On y va avec à Verdun. Éric qui est à Verdun. Bonjour. Bonjour et félicitations. Merci. OK, moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour partir de chez ses parents, mais je m'explique là. C'est que moi je trouve, tu sais, pour amasser de l'argent, tu sais, pour s'acheter des meubles, pour mettons une commande avant de partir, tout ça, tu en as besoin. Puis aussi, si les enfants n'ont pas fini ses études, ça arrive des fois qu'à 16 ans, t'es plus quand fini tes études, t'es entré à 20 ans, tu sais. Ça s'est passé comment dans votre cas? Dans mon cas, moi? Oui. Ben moi, j'étais en famille d'accueil à 17 ans, ils m'ont envoyé en appartement. Fait que moi, il fallait que je me débrouille, puis je paye mes affaires, puis maman, papa était pas là, puis j'avais même pas de fourchette. Fait que... Mais vous vous êtes débrouillé quand même? Oui, je m'ai débrouillé, mais j'ai pas aimé comment que je m'ai débrouillé. Bon, j'aurais aimé ça être chez mes parents, puis quand je vais être prête, de m'en aller. C'est ça, entre rien du tout, puis le gros kit, là, il y a une marge entre les deux. Ben, c'est ça. Le support. C'est un support. Mais c'est parce que le support,
Quand j'y pense, là, c'est. Je regardais, Eric, je regardais un courriel d'une dame de Gatineau. Elle dit: mon fils a 35 ans, il a toujours eu des problèmes de drogue. Puis elle dit: il vient de revenir à la maison. Elle dit: je le garde parce qu'il y a des problèmes de drogue. Qu'est-ce que tu fais, là? S'il se retrouve tout seul, il va succomber, il va retomber. Ça, c'est faut que tu mettes tes culottes. Là, ça, c'est comme n'importe quoi. C'est comme des femmes qui se font battre puis ils reviennent avec leur mari. Tu sais, ça n'a pas d'allure, ça, là. C'est parce que tu joues au niveau des émotions, puis quand t'es parent, tu peux pas laisser tomber tes enfants, même parce qu'ils ont de la misère. Non, plus. mais les enfants peuvent abuser des parents, puis des fois, ils deviennent menteurs. Surtout quand il y a de la drogue qui est en jeu. Là. La drogue puis l'alcool, il y a rien de mieux pour entraîner le mensonge. C'est ça. Mais qu'il y a de sens qu'il a été fait comme aller se faire soigner dans les hôpitaux qui soignent ça, là, des alcooliques. Puis problème tout de ça. dépendance. Ouais. OK, merci Eric de votre appel. Oui, à Montréal maintenant, on a Julie. Julie, bonjour. Julie? Oui, allô? Ma belle Julie, êtes-vous là? Elle n'est pas là. Anne-Marie à Rawdon. Oui, bonjour. Bonjour, je vais Anne-Marie. parler à M. Gendron, puis vous, je vais vous dire bonjour aussi. Ben, j'ai pas bien gros de mémoire pour les noms, fait que... C'est pas grave. OK, moi, j'ai 4 enfants. Oui. Puis, je vais vous dire que moi, j'ai eu un divorce, puis d'une dont l'ex-belle-mère qui était dépendante affective. Fait que imaginez que ça a fait. Qu'au divorce, elle a fait tout pour avoir même mes enfants parce que mon ex-mari, il a 33 ans, puis il habite chez sa mère encore. Encore? Il est retourné chez maman? Il est retourné chez maman. Puis je vais vous dire que j'espère... Attendez, ça fait de l'écho, mon gars, il a alimenté à la TV, juste une seconde. C'est que là, lui, ça fait 3 ans depuis le divorce, depuis la séparation, là, j'ai eu mon divorce, qui est chez ses parents. Fait que là, il vous paye pas de pension alimentaire parce qu'il est chez maman, là. Il me paye une pension, il n'a pas eu le choix. Ah oui, parce qu'il travaille puis il reste chez maman? Oui, puis là, en plus, les allocations m'ont coupé la moitié. Oui. OK? Mais moi, je me suis dit, même si je cassais comme un clou, j'économise quand même pour les premières études de mes enfants, pour les 4. Puis moi, j'ai dit, même si je suis tombée sur la sociale, là, j'ai dit, jamais personne va me dire d'enlever ça de là. C'est la seule affaire qui me reste, mes enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il vous donne comme explication pour dire, parce qu'il reste chez ses parents, qu'il n'a pas voulu se prendre n'importe quoi? Il est cassé, puis il n'y a pas d'argent, puis il est chauffeur d'autobus à Montréal. Mais oui, mais vous, là, vous êtes... 3 adultes entre 30 et 35 ans, j'ai essayé d'expliquer au juge que c'est sûr que moi, j'ai pas d'argent, mais gros. Ouais. Comme de quoi, c'était du monde qui était un petit peu fucké. C'était rendu trop haut comme âge. C'est sûr qu'après, disons, quand tu divorces, comme vous disiez, c'est normal que quand les premiers jours, c'est moi qui ai eu la maison, parce que j'ai gardé les enfants. Oui. Mais c'est normal qu'elle l'accueille. Ouais. Mais là, moi, ça me fait peur. Mes enfants, à moi, je me dis, c'est dangereux parce que il y a une dépendance affective dans ça. Puis moi, j'ai peur pour mes enfants, à moi, qui deviennent qu'ils ont tout le temps besoin des parents. OK. Bien, merci beaucoup, bonne chance. On va aller à Montréal. On a Marcel du côté de Montréal. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour quitter la maison jusqu'au jour où tu te sens prêt de quitter. Moi, j'ai quitté, j'avais 18 ans la première fois. Je suis rentré dans les forces et je suis revenu à 21 ans. J'avais pas aucune expérience de vie. Okay. Les forces, c'est un peu comme chez maman. T'es logé, nourri, habillé. C'est ça, t'es pris en charge, t'es encadré 4x4. C'est une grosse famille. Oui. C'est ça, une grosse famille. Okay. Puis je suis revenu à 22 ans et j'ai requitté peut-être 1 an plus tard. Puis à 33 ans, lors de mon divorce, je suis revenu chez ma mère. Ah oui? De nouveau. Pourquoi? Mais le divorce a coûté cher. Tu te ramasses aux pensions alimentaires, tu te ramasses avec des frais d'avocat, tu te ramasses avec un peu de tout. Puis là, quand vous êtes revenu à 33 ans, est-ce que vos parents ont réagi? Comment ça s'est fait, cette transition-là? Ça s'est fait quand même difficilement au début. Tu arrives chez ta mère, puis elle vient de t'acheter un condo, elle reste d'un 3,5, tu arrives là avec ton chien. Puis, bonjour maman, je reviens, j'ai quitté le milieu familial, puis là, je reviens chez nous. Mais ça a duré peu de temps. J'ai été peut-être 6-7 mois le temps. C'est ça, c'était temporaire. Peu de temps, 6-7 mois quand t'es dans un 3,5. Oui, mais quand t'es parent, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas toujours bien mettre ça comme un sac de vidange au chemin. Tu peux pas, ça c'est certain. Mais tu vois la complication, non pas seulement pour le c'est parce qu'on mène des vies instables. On mène des vies instables. Là, vous êtes entré dans les forces. Après, il y a eu le divorce. Puis à un moment donné, là, c'est pas tout le monde qui fait 200 000 par année pour assumer. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. T'as pas besoin de 200 000 pour assumer tous les coûts. Non, mais c'est une façon de parler. Là. S'il y a une pension alimentaire, vous aviez combien d'enfants, vous? Moi, j'en ai 2. En plus? Puis en plus, mais je suis poigné comme dans le système. Je veux pas justifier les hommes. Il y a autant de femmes, il y a autant d'hommes qui abusent du système aujourd'hui, là, que ce soit un ou l'autre. Mais il y a beaucoup d'abus qui se fait côté cours. Il y a des gens qui s'amusent à amener l'autre conjoint en cours continuellement tous les années, pour des bégadiers, puis eux, on doit à l'aide juridique, toi, il faut que tu payes un avocat. Puis vous n'y avez pas droit. Tout au bout de la ligne, mais ça coûte toujours de plus en plus cher, puis non, je pense que j'écoutais la petite madame parler tantôt, là, avant moi, là.
je connais pas sa situation, mais peut-être qu'au bout de la ligne, chaque personne ferait son petit bout de chemin et travaillerait, où il y aurait au moins un minimum de... Moi, je me suis battu contre le système pour essayer de faire comprendre au gouvernement que oui, c'est correct de payer une pension alimentaire, mais quand tu te fais dire par ton conjoint, j'ai pas besoin de travailler, tu me payes une pension, j'ai l'allocation familiale, puis en plus, j'ai l'aide sociale. Puis tu te mets à calculer, il fait plus que toi au bout du mois. Oui, alors que la pension, ça sert pas à la madame, là, ça sert aux enfants. Pour les enfants, et voilà. Oui. Fait que, je vous souhaite une belle journée. Merci, Marcel. Merci, on va aller à l'avance maintenant. On prend un appel avec André qui est en bout de ligne. André, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, de mon côté, regardez, moi, je vais avoir une famille de 4 enfants. Donc, père, c'est ça, je suis âgé de 35 ans aussi. Ce que je pense par rapport à votre question, c'est que, d'après moi, lorsque les enfants atteignent 60 ans qui sont au secondaire, restent à la maison, et dès qu'ils vont commencer à aller au cégep, à ce moment-là, c'est leur indépendance qui va commencer à ce moment-là. Oui, mais ils n'ont pas les moyens nécessairement quand ils s'en vont au cégep. Des enfants... de mon côté, ce que j'ai fait, moi, je trouve à prendre le régime épargne-études pour mes enfants. Oui. Qui permet justement là que l'argent que je mets de côté aujourd'hui, les intérêts que ça va produire, mais c'est ça que qui va leur permettre de payer leurs études. Ça va être une sécurité financière. Moi, le capital que je vais avoir mis de côté, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Là. Ça, c'est la façon que je procède. OK. Puis... vous voyez, comme tel, quand les enfants sont aux études et tout, commencent leur vie professionnelle, je pourrais dire que s'ils trouvent avoir des difficultés, un peu comme vous disiez un peu auparavant... Des difficultés ponctuelles. Ponctuelles, c'est ça. Occasionnelles. Oui, c'est ça. S'ils ont des difficultés puis qu'ils reviennent, ils ont besoin de nous, des parents... C'est sûr que la maison est toujours ouverte, comme vous disiez tantôt, M. Gendron. On ne ferme jamais ça. On ferme jamais pas. Sauf que faut tout le temps comprendre que c'est une situation qui est temporaire, que faire comprendre à l'enfant à ce moment-là que, écoute, je suis prête à t'aider pour un certain temps, faut toi, de ton côté, tu te prennes en main aussi. Oui. C'est sûr que ça, on a tendance à aller chaperonner, mais c'est sûr qu'ils vont rester à la maison. Ça fait le style, le vieux garçon qui colle dans le petit bachelor à côté jusqu'à temps qu'il meurt. Là. Ça sent le tour de bras, tout ce que tu voudras. Je connais des cas que je ne nommerai pas en ondes. À Huntingdon? Non, un peu partout, dans ma famille, un peu partout. Ma famille élargie. Ils vont t'aimer ce matin. Ben écoute, je sais même pas, ils changeront de poste. OK, André. Merci, André. Merci, André. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Jusqu'à quel âge les parents doivent-ils subvenir financièrement aux besoins de leurs enfants? Un peu de courriel? Oui, j'en ai deux ici rapidement. Marcel de Québec dit « Je crois que si l'enfant est sérieux et qu'il met les efforts nécessaires dans ses études ou dans une recherche d'emploi, tu dois l'aider. Mais s'il reste à la maison parce que c'est un lâche, c'est dehors. Merci beaucoup. Et Denise de Rouen qui dit « Elle, moi j'ai un garçon de 26 ans qui colle chez moi. Il travaille ailleurs, revient les fins de semaine, et à un moment donné, on a eu assez. Elle a dit, j'ai mis ma grande robe, j'ai dit, à la fin du contrat, c'est dehors. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Ouais, mais regarde, il y en a d'autres peut-être plus chanceux. Tu vas voir, Marilyn à Gatineau dit, j'ai 21 ans, je suis chez mes parents. Ils me permettent de rester pour que je me ramasse de l'argent pour m'acheter une maison dans 1 an ou 2. Ah oui? Ouais. Elle dit, mon père serait bien déçu si je m'en allais dans un appartement. Puis l'autre ici, ça c'est du bonbon, par exemple. Elle dit, même si je suis financièrement indépendante et en appartement, non, c'est Steve, je suis financièrement indépendant et en appartement, mes parents me donnent 1000 pièces par session universitaire, en plus de payer mes frais de scolarité, afin d'être équitable avec mes frères qui ont 23 ans et qui sont encore à la maison. Ça, c'est un régime de péréquation. Oui, c'est ça. Ça, c'est de l'équité familiale au maximum. C'est bon, c'est bon. On va aller à Québec. On prend un appel. On a Gilles qui est là. Gilles, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Bonjour. Alors, moi, je voulais vous souligner simplement je pense qu'on peut aider nos enfants jusqu'à 22, 23 ans. Justement, le cas de la jeune fille là, qui vient de mentionner qui, elle, ses parents souhaitent qu'elle demeure encore là pour se ramasser un peu de sous. Mais ce que je veux vous souligner, parce que j'en connais énormément, quand je dis j'en connais énormément, là, c'est pas 1 ou 2 cas, là. C'est les parents qui refusent que les enfants quittent la maison. Ils pourraient avoir des emplois à l'extérieur
Vous rappelez-vous quand vous faisiez la campagne pour l'Alberta, M. Gendron? Oui. Ben, les enfants pourraient quitter. On leur dit, il y a du travail là-bas. Oui. Et les parents refusent. Ils disent, non, reste ici. On va t'aider. Reste ici, reste dans la famille. Mais vous savez, Gilles, vous apportez un bon point. Moi, je pense que le jour le plus dur de ma vie, ça va être quand je vais amener ma plus vieille à son mariage. Je ne sais pas si je vais être capable. Mais effectivement. Ben oui, mais doit peut-être être qu'elle se épouvantable. mariera pas, puis elle va partir, puis elle va être avec quelqu'un. Non, mais tu sais, bien le avant de se fait. marier. Non, mais attention, là, c'est dur aussi. Quand tes enfants quittent le nid familial, là, ça doit être énormément difficile. Mais non, mais c'est une fierté. Quand ils partent, habituellement, c'est parce qu'ils sont capables de se prendre en main. Tu dis, parfait, Oui, je le sais. j'ai réussi. Je le sais. Même s'ils sont capables de prendre charge d'eux-mêmes. Ça doit être dur, pareil. Moi, je suis grand-père, mais je peux vous dire que quand mes enfants ont quitté, pour aller à l'extérieur, pour des études, etc., moi, je serais fou ça n'a pas été un petit boulot. Ça n'a pas passé comme ça. Là. Ah non. Le jour où ma fille va dire je m'en vais à l'université, par exemple, étudier aux États-Unis, je pense que je vais me prendre un appartement à côté. Merci, Gilles. Bonne journée, merci. Regarde, Marilyn, quand elle dit mes parents me permettent de rester pour que je me ramasse de l'argent pour m'acheter une maison dans 1 an ou 2. Quand t'es parent, tu constates qu'effectivement le compte de banque grossit, c'est correct. Mais quand t'es parent, tu constates que c'est juste pour être capable de foirer davantage, puis de dépenser d'un bar à gauche puis à droite, puis de. Moi, je pense que je vais être un père fatigant parce que le jour où ils vont avoir leur maison, je pense que je vais toujours être rendu là. Fais ci, fais ça, il y a telle affaire, es-tu sûr? T'as pas besoin de rien. Je pense que je vais virer fou. Moi, je te dirais, fais de l'air pops. Tu me dirais ça à moi? Ah, ben oui. Un homme généreux de sa personne? Oui, mais à un moment donné, là, c'est envahissant. Je trouverais ça envahissant. Peut-être. Ouais. On va prendre un autre appel à Laval. Luc à Laval, bonjour. Luc, est-ce qu'il est là? Oh, il n'est pas là. On va aller à Claude à Granby. Claude à Granby, bonjour. Claude? Allô? Oui, hello? Regarde la télé en même temps, ça se peut pas. Là, changez de poste, là. Arrêtez de regarder TVA, là, c'est le temps de TQS. Là. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Oui, on vous écoute. Bonjour, M. Desmarais. Bonjour. Monsieur Desmarais, son honorable M. Desmarais. Bonne fête, M. Desmarais, d'avance. Ben, merci beaucoup. C'est votre fête quand, mon beau Richard? Dans quelques jours. 60 ans et quelques printemps. Bon, pour le sujet du jour. Oui. J'ai une fille de 22 ans. J'ai un petit-fils de 2 ans et demi. Elle est partie de la maison et elle est revenue au mois de janvier cette année. Avec le petit-fils? Avec le petit. Parce que monsieur l'a carrément abandonné. OK. Donc, elle se prend la main, elle travaille, elle retourne aux écoles. Sauf que c'est coûteux pour les parents, puis c'est coûteux pour l'enfant aussi. Mais le faites-vous par devoir de parents? Comment vous avez réagi dans tout ça? Ben, premièrement, moi, j'ai réagi que son propriétaire l'a mis dehors en plein milieu du mois de janvier. Il y a des lois pour ça, puis j'ai dit bord de repos avec le propriétaire, c'est un trou de cul. Oui. Fait que, il reste à la maison, puis là, elle reste à la maison avec le petit-fils. Et vous allez vivre ça combien de temps? Puis vous allez trouver ça normal pour combien de temps? Ça prendra le temps que ça voudra, mon cher Desmarais. Si ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans. Un enfant, c'est ta richesse. C'est ça, c'est votre devoir de père là, qui vous interpelle. Ouais, le devoir de père puis le devoir de grand-père. Parce que M. Desmarais, vous êtes grand-père, vous aussi. Non, moi, je ne suis pas encore. Non, mais ça sent bien. Ça va venir. Il y a un gars de 12 ans, je pense, ça sent bien. Ça sent bien, mais M. Desmarais, on est de la famille, mais bonne fête à l'avance. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci, au revoir. Dave à Québec tout de suite. On va y retrouver Dave Leclerc du côté de Québec pour connaître le sujet du Grand Journal de midi aujourd'hui. Bonjour, Dave. Bonjour, on va vous parler des détenus de Donnacona qui ont décidé de manifester. Avez-vous entendu ça? Ouais, ils ont manifesté un petit peu parce que c'est une prison fédérale et les détenus ont décidé de rester à l'extérieur de leur cellule hier soir. Pourquoi? Passer la nuit à la Belle Étoile. Ben, il faisait beau. Ah oui? Non, mais il faisait beau, mais il y avait aussi qu'on a coupé leur Joe Louis. Leur Joe Louis. Oui, on a changé le Joe Louis pour des fruits comme dessert. Et là, ça fait pas le bonheur des prisonniers. C'est pas sérieux. Alors, on a décidé de rester à l'extérieur pour la nuit. Et évidemment, il a fait un peu plus froid cette nuit. Donc, on a mis le feu à une cabane où on est protégé l'hiver lorsqu'on joue au hockey à l'extérieur. Ils se sont fait un petit feu de joie. Mais il y a aussi, supposément qu'il y a une autre raison à tout ça, c'est qu'on aurait coupé une sortie par jour à l'extérieur. Alors, les détenus sont déçus. Alors, ils veulent avoir leur Joe Louis et leur sortie une fois par jour de plus. Notre question est la suivante. Oui, le Barbagne, le gars des détenus, le Barbagne, va sortir. Jean-Claude Bernheim. Jean-Claude Bernheim. Oui. Il va certainement nous dire aujourd'hui que c'est important. Alors, vous posez quoi comme question ce midi là-dessus? Parce que nos détenus sont trop bien traités. Ah oui. 80 000 par année en moyenne.
Chacun. Mais ça, c'est payer les gardiens. Il y a une question de gardien, mais en même temps, il y a le Joe Louis. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Exactement. Mais les fruits sont plus chers que le Joe Louis. Imagine, on prend leur santé à cœur. Quel peuple de colons. Ouais. On endure ça, nous autres. Ben oui. Tu sais que dans certains pays, ça serait la bastonnade. Hein? Ils ont brûlé une cabane à l'extérieur, un abri pour qu'ils utilisent durant l'hiver là, pour se protéger lorsqu'ils jouent au hockey à l'extérieur. Ça s'appelle, moi, je ne la reconstruis pas. Vous vous assoirez sur le banc de neige l'hiver prochain. Mais c'est sûr qu'on va la reconstruire. Et qui va payer pour ça? C'est encore nous autres. Nous autres, c'est ça. Ah ben, OK, alors on vous écoute à midi. Merci Dave. Alors je rappelle la question qu'on vous pose aujourd'hui. Jusqu'à quel âge les parents doivent-ils soutenir financièrement leurs enfants? Encore du courriel? En général, la majorité des courriels qu'on reçoit, je pense que c'est une question de gros bon sens. Ici, j'en ai un qui vient de Maryse, de Mississauga. Moi, j'ai déjà avisé mon fils, qui a 14 ans, qu'il peut rester à la maison tant qu'il étudie. Et après, s'il travaille, il devra contribuer ou quitter. C'est à peu près dans le sens général. Tant que tu es aux études, tu fais un effort, on te supporte, après, vol de Mais regarde ça, tu vas l'aimer, celui-là. Christophe à Loretteville, il y a 13 ans. Il dit, moi, j'ai 13 ans, j'habite chez ma mère, c'est bien normal, là. On ne peut pas le blâmer pour ça, mais il dit, je voudrais dire que je suis pas mal d'accord avec ce que vous dites, mais il dit, moi, je suis camelot depuis 1 an. Ça veut dire qu'il y avait 12 ans. Bon. J'achète moi-même tous mes jeux vidéo, tous mes bonbons et même parfois mes vêtements. Mais il dit, j'arrive plus à supporter les jeunes de mon âge qui ont juste à lever le petit doigt de même, puis le parent fouille dans ses poches, puis il dit, va donc t'en acheter un, va donc t'en acheter un. C'est ça, là, il n'y a rien de pire pour corrompre, puis rendre la vie trop facile de façon à ce que plus tard, tu dises, ben, si c'est plus le même, je vais me suicider. Oh. Non, mais t'en as qui... C'est grave, t'en as qui font pas juste le dire, t'en as qui l'ont déjà fait à cause de ça. Et là, les parents ont manqué une coche à quelque part. On va prendre un appel à Lévis. On a Cynthia qui est là. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. C'est pour vous féliciter aussi pour votre émission. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire, moi, j'ai 25 ans. Oui. Et puis, j'habite chez mes parents, mais ça fait depuis j'ai peut-être 18-19 ans que je veux partir de chez mes parents. Mais ils veulent pas. Mais non, c'est pas ça. Moi, je veux partir, mais je veux pouvoir ramasser mon argent. Mais là, présentement, je suis au collège O'Sullivan à Québec. Et je suis un cours de 2 ans à peu près. Fait que ça me met à finir à 27 ans. Mais quand je vais avoir fini, moi, au moins, je vais partir, mais je reviendrai pas. C'est ça, vous allez avoir un diplôme qui vous donne accès au travail. C'est ça. Vous n'êtes jamais parti. Vous avez été toujours en permanence avec vos parents. C'est ça. Mais je paye toutes mes affaires. Tu sais, il n'y a rien que mes parents, je veux dire, me payent, là. Moi, je suis autonome. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'achète mon linge. Le climat, parlez-nous du climat. Oui, à la maison. Quand on arrive à 25-26 ans, du climat là, à la maison, comment c'est? Ben, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est pas toujours facile, là. Parce que, évidemment, tu sais, t'aimerais être dans des affaires, tu sais. La même chose pour les parents aussi, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu d'accrochage de temps en temps. Là. Ben, non, pas vraiment. Non, rien de grave. Il n'y a pas vraiment d'accrochage. Avez-vous votre section à vous dans la maison? Ben, j'ai que ma chambre, là. Ah oui? Donc, vous vivez en commun, là? Oui, c'est ça. Puis, j'ai le sous-sol pour étudier, là, avec mon bureau, là. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais c'est quoi la plus grande source de friction, c'est quoi? Ben, je pourrais vous dire qu'il n'y a pas grande source de friction. Non, mais tu sais, les petites habitudes du genre, bonhomme se lève le matin, c'est sûr que mes parents, des fois, voudraient passer du temps seul. Mais nous autres, on s'arrange parce que moi, j'ai un chum qui étudie en soins infirmiers. Vous avez un chum en plus? Ben oui. L'amenez-vous des fois à la maison? Ben oui. Puis est-ce que... Non, il n'y a pas de trouble, là. Non, ça fait 5 ans qu'il vient à la maison, il n'y a pas de trouble. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lui aussi, il est dans ses études en soins infirmiers. OK, mais est-ce qu'il est chez ses parents, lui? Oui. Aussi.
Lui aussi. Mais qu'on parte, on va partir ensemble, puis, tu sais, au moins, on va avoir un fonds de ramasser. Vous allez avoir quelque chose pour commencer. Un bon fond. Commencer. Ouais. OK, merci beaucoup. Merci, bonjour. Merci, on va aller à Stéphane à Oka maintenant. Stéphane, bonjour. Bonjour, messieurs, ça va bien? Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui, très bien. Moi, je considère que, écoutez, moi, depuis mon plus long souvenir, c'est que j'étais pas mal plus à 16 ans libre de mes affaires, financièrement. C'est sûr et certain que mes parents m'ont donné la chance d'aller à l'école jusqu'à l'université. Et c'est sûr que j'ai resté chez mes parents environ jusqu'à 27 ans, mais tout le temps, j'allais à l'école à la fin de mon secondaire, cégep et l'université. J'ai toujours travaillé, j'ai même toujours payé le loyer à mes parents. Je me suis payé un véhicule aussi également. Mais ça m'a donné, moi, la chance d'être indépendant financièrement. Puis à 27 ans, quand j'ai fini l'université... Pas de dette. Pas de dette du tout. Vraiment pas. Au contraire, j'avais, dans ce temps-là, quand je faisais l'université, à 27 ans, mes parents m'ont dit, garde, reste encore un an avec nous, ramasse-toi de l'argent, puis moi, l'appartement m'intéressait. J'avais aucun intérêt à avoir un appartement. Dans le fond, notre question était mal formulée, parce qu'on parle de soutenir financièrement les enfants. C'est pas juste le soutien financier, c'est le soutien... au sens large. Au sens large qu'on aurait dû... C'est vraiment important parce que de dire à un enfant, regarde, si mettons, tu vas pas bien, on va te soutenir financièrement, c'est pas juste ça. C'est de dire, mais regarde, va travailler, tu vas avoir une certaine autonomie au niveau financier, puis ça va t'apprendre aussi à garder la valeur de l'argent. Quand tu es rendu, moi j'ai des amis qui sont sans nommer leur nom, qui ont 28, 29, 30 ans, sont encore sur les parents, puis ça part sur une brosse, ça va sortir, puis... Ils sont tous payés. Oui, c'est tous les pays, puis c'est pas une bonne affaire. Je pense que quand les parents te disent, regarde, il n'y a pas de problème, tu peux rester ici, mais moi, je payais un loyer, fait que je vous avoue qu'avant de partir sur de m'acheter une chose, mais je payais mes affaires avant. Ça prend un encadrement budgétaire. Vous en avez donné un, c'est ça qui fait que c'est beau. Ben absolument. Puis moi, regardez, à l'âge que là, j'ai 36 ans, j'ai ma maison, puis je considère que c'est vraiment le fun d'être autonome, puis d'avoir au moins le souci de l'argent et être indépendant aussi également. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ça conclut. Tu as encore un courriel? On parlait de pension. Stéphane parlait qu'il payait une espèce de loyer parce qu'il était autonome financièrement, mais les parents qui font payer des pensions à leurs enfants dès l'âge de 16 ans, là, ça, j'ai de la misère. Non, à l'école, s'il n'y a pas de revenus ou s'il y a juste de petits revenus, il faut faire attention. Oui, on est là pour les aider, pas pour le... mais des fois, cependant, il y a des parents qui ont de la misère à boucler leur budget. Ça fait une bouche de plus à nourrir. Ben oui, mais écoute... Merci beaucoup. Passez une bonne journée. On est là demain matin. Au revoir. Il y a eu encore un enfant qui s'est noyé hier dans une piscine au Lac-Carré, à Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides. Coudon. 21 morts, c'est le 21e. 22e. 22e, c'est pire que la guerre en Afghanistan. Oui, c'est 22e, à mon avis. C'est parce qu'il y en a un qui s'est noyé en fin de semaine. Comme on n'a pas repêché le cadavre, on n'est pas sûr, là, mais je pense qu'on est à 22. 22 morts par la noyade depuis le début de l'été. C'est beaucoup de monde. Oui. Puis un enfant, barrière, pas fermée de façon sécuritaire, puis il se retrouve dans la piscine, puis il se noie. Mais c'est dur de blâmer les parents. Moi, ça a failli m'arriver il y a quelques années. Écoute, une affaire de 3 secondes, on se revire de bord chez mes parents à Saint-Rémy, puis mon gars s'en allait plonger dans la piscine, puis il était tout jeune, là. Une fraction de seconde. On l'a récupéré à temps. Ah non, quand il y a des enfants autour d'une piscine, c'est pas compliqué, là, ça en prend un qui est détaché du reste des gens du party, là, puis qui a les yeux juste sur la piscine. Tu peux pas faire autrement. Ces enfants-là sont attirés par l'eau, ils connaissent pas le danger. Non. Tu sais, c'est un enfant de 5 ans, Oui, 5 ans. Il a probablement appris à nager jeune. Quand il est avec des adultes, on le laisse nager, puis il se pense en sécurité, puis il pense que c'est pas dangereux de l'eau. Bon, hier soir, c'était la convention du Parti québécois dans Taillon pour choisir la candidate qui va tenter de succéder à Pauline Marois. Puis, c'est pas de surprise, Marie Malavoie. Oui, d'une snob à l'autre. Comment d'une snob à l'autre? Et tu me dis que Marie Malavoie, ça colle avec la population de Taillon, ça, comme c'est Longueuil, Pauline? La population de l'eau. Oui. On regarde des statistiques, on regarde les chiffres des jeunes avec des problèmes de carie dentaire. Oui. Est-ce que c'est fluoré l'eau chez vous? Non, mais c'était un de mes engagements électoraux en 2005, puis on va probablement le faire, parce que regarde, Dorval a arrêté de fluorer son eau en 2003, puis le nombre de caries a doublé, donc c'est assez significatif. Ça a un impact positif. Mais pourquoi il y a encore des gens qui hésitent devant ça? Ben, je pense que c'est une question scientifique, tout dépendant dans quelle chapelle tu te situes. Il y aurait des risques secondaires ou des risques bénéfiques. Moi, je pense que le risque bénéfique est
plus important que les effets négatifs. La preuve, c'est que, regarde, il y a une liste d'attente épouvantable pour le traitement des enfants qui sont pris avec de graves problèmes. Puis c'est plus une histoire de pauvres, là. Dorval, là, c'est pas un arrondissement qui est pauvre. Oui, mais quand tu regardes Dorval, là, ils nous ont dit que ça avait doublé, mais ça a doublé, c'est passé de 8 à 16. Côte-des-Neiges, c'est 48 Oui. C'est pire dans les régions pauvres, mais quand même... Pointe-Saint-Charles, c'est 42 C'est pour te dire qu'on a des mauvaises habitudes de vie, puis la famille, encore là, ne fait pas sa job à dire, écoute, il faut que tu te brosses les dents, il faut que tu aies une saine alimentation. T'as-tu des caries, toi? Non. Fais donc ça. Tout est blanc. C'est partiel? Tout est... Non, je suis malade. T'es-tu sérieux? C'est tes vraies dents? J'ai toutes mes dents. Ah ben j'ai mon voyage. Non. J'ai eu une bonne hygiène dentaire, comme on dit. Mais c'est tes vrais cheveux, ça, quand même. Ça on aussi. peut pas dire que c'est une perruque. Ça aussi, c'est mes vrais cheveux. J'en ai. Je suis jaloux. J'en ai. Tout le monde dit ça. J'en ai, puis j'en ai pas mal. Ce qu'il faut... tu parlais de parents, de parenting, là, comment les parents se comportent. Il y a de Longueuil. C'est vrai que Marie Malavoie, elle a un style coupe Longueuil, un peu. Elle a les cheveux courts, elle, je pense. Ça, c'est elle qui avait voté... Elle avait voté illégalement. Oui, on va avoir des beaux candidats péquistes à cette élection-là. Je te laisse commenter. C'est vrai, il y a 2 élections partielles. deux beaux candidats quand on regarde leur passé. Mais pourquoi elle n'est pas restée à Sherbrooke? Elle avait failli battre Jean Charest. Ben oui, mais elle a manqué son coup. Puis on dirait que c'est une drogue. Une drogue? Tu fais-tu un jeu de mots, toi, maintenant? Non. On dirait que c'est une drogue d'être candidat, de vouloir être élu et siéger à l'Assemblée nationale. Parce que Marie Malavoie, là, on s'entend que c'est pas du sang neuf dans le parti, ça, là. Non. Ça a déjà été vice-présidente du parti. Ça fait longtemps que ça roule sa bosse. Oui, ça fait des années et des années. Donc, Marie Malavoie, la candidate dans cette circonscription, par acclamation, donc pas d'opposition, avec une grosse assemblée de 200 personnes. Ben, c'est un peu moins qu'André Boisclair qui n'avait 300. 200 personnes. C'est pas beaucoup de monde, là. Oui, ben, on est l'été, là. Il se passe pas grand-chose. Puis, une organisation... encore quelqu'un qui s'intéresse au PQ en passant? Oui. 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 Je veux... Non, je n'embarquerai pas sur ça. Dis-lui ce que tu as dit. Non, je ne le dirai pas. Pourquoi? Je ne le dirai pas. Je veux te parler... Toi, tu es l'exemple parfait qui fait augmenter... Tu es l'homme parfait qui fait augmenter le temps moyen passé en automobile pour aller travailler. Je regarde la presse de ce matin, là. 76 minutes par jour en automobile quand tu habites Montréal. 33... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Monsieur... Est-ce que je dois dire monsieur le maire ou si je dois dire monsieur le comédien, monsieur l'humoriste, monsieur l'humoriste? L'humoriste. L'humoriste. Mais cet homme est allé faire une performance hier soir au festival Juste pour rire. Toute petite performance en garde de chasse. Dans quel contexte? Ben, c'est Peter McLeod qui m'a invité, puis j'ai pas pu refuser l'offre. C'est un bon gars, on faisait partie de la même famille. C'est un des plus drôles au Québec, Peter McLeod. Oui. À mon avis, là, Peter McLeod. C'est un bon bonhomme. Ouais. On va aller voir ce que tu as fait. On va le montrer aux gens. Salut, Peter. Salut, Steph. Mère Gendron, garde-chasse. Bien sûr. J'étais convaincu que vous étiez avocat. Moi aussi. Mais je te regarde à mancher de même. Là. Tu penses que tu pognais quelque chose à soir, toi, là? Mais là, je suis à la veille de pogner un air, en tout cas, là. Oui. Oh! Ah! C'est ton ami indien qui est à la pêche aujourd'hui. Ah oui, c'est le fun d'aller à la pêche avec. Moi, je relaxe, je capote. Bon, ben là... On relaxe-tu un peu, là? Asseyez-vous donc, monsieur le maire, parce que c'est drôle. Ça fait longtemps que je voulais vous avoir, on n'a pas toute la soirée. Asseyez-vous, parce que c'est justement ici, par hasard, j'ai une série de questions que j'aimerais vous poser. J'écoute. Bon, premièrement, là, mettons que vous êtes premier ministre, là, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben moi, si j'étais premier ministre, je ferais rentrer juste des immigrants musulmans au Québec. Ça relancerait ma ville d'un coup sec. Comment ça? Ben parce que, avec les tapis, les hommes en robe, les voiles, les femmes voilées, ça relancerait l'industrie du textile comme ça. Mais la mairie de Québec, ça vous a jamais tenté, ça, remplacer la mairesse Boucher? Ben, le maquillage permanent puis le rouge à lèvres, pas sûr. Mais la robe, par contre, la robe. Ah, la robe, je la mettrais tout de suite parce que plus c'est gros comme la robe de la mairesse Boucher, plus c'est bon pour l'industrie du textile, ça. Ah, ouais, je comprends. Et ton parfum, ouf. Là, c'est quoi, ça? Ça sent la petite pisse de biche, là. Tu vois, c'est bon, j'avais eu un blanc. Juste après la grosse robe de la mairesse Boucher, l'histoire du parfum d'Éric, là. On s'est regardé pour on s'est compris. Tout ça, c'était pris par cœur. Oui, mais écoute, j'avais juste 15 phrases à apprendre, là. Mais vraiment, j'ai été épaté. Peter, Éric Salvaille, il y avait une belle équipe. Il y a du monde, quand c'est un gala, il y a du monde, c'est pas stressant un peu? Non, j'étais fébrile, j'avais hâte d'entrer sur le stage. Puis quand la vague d'applaudissements a commencé... Combien d'heures de pratique? On a pratiqué 1 heure, la veille, puis c'est tout. Ah oui? Pas plus que ça? Non, ça va bien. Qui a écrit le texte?
McLeod? Non, ben c'est l'équipe à McLeod. Ouais. C'est l'équipe à McLeod. Je ne sais pas tous les noms par cœur, mais tu sais que le métier d'humoriste est très difficile. T'as beau gueuler contre les humoristes en général, là, c'est des gens, là, chapeau. Parce qu'on dit toujours qu'ils font de l'argent facilement. C'est de l'argent bien gagné. Oui? Oui, comme ici d'ailleurs. Bon, tes mères, on parle beaucoup ce matin dans le Journal de Montréal de la fluoridation.